Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo que je fais sur la série des dynamiques, où aujourd'hui on va s'attarder sur la force, voir ce qu'elle permet de faire et quelle est la différence eh bien, avec l'attraction, puisqu'on va voir que, enfin on pourrait penser que c'est à peu près la même chose, mais en fait on verra qu'il y a des subtilités. Donc eh bien, je continue cette série. C'est pour ça que je vous invite à aller sur la chaîne et à regarder ces trois tutos, donc les liens seront aussi dans la description. Donc les connecteurs dynamiques, vidéo à regarder en premier, vous avez le ressort aussi, et une vidéo où on applique les connecteurs dynamiques pour riguer une voiture. Donc cette vidéo fait suite à mes vidéos sur les dynamiques, mais elle peut aussi être regardée indépendamment, c'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo en premier, que vous n'avez pas vu les autres, étant donné que la force c'est un objet un peu à part entière par rapport aux connecteurs dynamiques et tout ça, vous pouvez regarder cette vidéo et regarder les autres après. Ça n'aura pas de réelle influence et vous comprendrez quand même à quoi sert la force. Donc voilà, les liens seront dans la description et on va tout de suite pouvoir commencer. Donc pour pouvoir illustrer mes propos, je vais me créer un petit système très rapide de plusieurs sphères. Donc là, je vais prendre une sphère basique que je vais faire glisser dans un cloneur. Donc dans MoGraph, cloneur. Je maintiens la touche Alt enfoncée pour que ma sphère soit directement dans mon cloneur. Cloneur que je vais passer en mode grille. Je vais laisser ce nombre-là et je vais augmenter la taille en mettant 500 par 500 par 500 afin d'avoir un système avec un petit peu plus de sphères. Je vais déplacer mon cloneur pour que je sois au-dessus de ma grille. Si la grille vous dérange, vous pouvez aussi la désactiver dans Filtre et vous avez grille. Personnellement, d'un point de vue visuel, j'aime bien la laisser et travailler au-dessus. Voilà, il y en a qui aiment bien travailler sans. Donc là, je vais ajouter dans MoGraph un effecteur randomisation pour avoir une position différente. Donc là, je vais mettre 1000 par 1000 par 1000. Donc CTRL-C, CTRL-V, afin d'avoir un système un peu plus large, et je vais changer mon échelle en prenant une échelle uniforme et je vais marquer 1. Donc on va se retrouver avec des grosses sphères et des toutes petites sphères. Je vérifie qu'il n'y a pas d'intersection entre mes sphères, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui rentre dans l'autre. Sinon, plusieurs moyens de les bouger, soit vous faites un, une sélection MoGraph. Par exemple, j'aimerais juste bouger cette sphère-là. J'ai une sélection MoGraph. Vous venez prendre un effecteur. Donc là, ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer l'astuce, puisqu'on va éditer de toute façon notre système. Vous prenez un effecteur matière dans lequel vous pouvez faire glisser une sélection MoGraph, et après, vous pouvez changer la position uniquement de votre objet, tout en gardant le cloneur éditable. Donc ça, c'était la petite astuce pour ceux qui voilà, voudraient conserver leur objet cloneur et voudraient empêcher qu'il y ait deux objets qui se rentrent dedans. Parce qu'évidemment, il y a la possibilité de changer la taille, la position, mais le problème, c'est que avec l'effecteur randomisation, ça va toucher à tous nos objets, et en touchant dans la seed de notre cloneur, ça va toucher à tout. Donc ça, c'est la petite astuce, la petite parenthèse, oups, pour vous expliquer comment bouger un seul objet. Voilà, comme ça, vous avez appris l'astuce. Donc là, j'ai un système qui me plaît, donc je vais l'éditer en cliquant sur C. Donc vous voyez que ça servait à rien de prendre l'effecteur matière juste avant, c'était juste la petite parenthèse. Mais de toute façon, si vous n'avez pas le même résultat, veillez à ce qu'il n'y ait aucune sphère qui se rentre dedans, sinon en fait lorsqu'on va appliquer une simulation, elles vont partir dans tous les sens et c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà. Donc là, sur toutes mes sphères, je vais appliquer un tag de dynamique, donc clic droit, propriété simulation corps rigide, et donc là, elles vont toutes tomber.
moi je veux pas qu'elle tombe, je vais du coup désactiver la gravité. Donc comment est-ce qu'on a accès aux paramètres de gravité? Tout simplement en faisant CTRL D pour avoir les paramètres de projet Cinema 4D. Et ici on a réglage, information, dynamique, référencement, affaires et les interpolations. On va aller dans l'onglet dynamique qui est comporté de 4 onglets, donc général, cache, expert, visualisation. Et il y en a deux qui sont particulièrement intéressants. C'est le général où on peut contrôler l'échelle du temps, la gravité, la densité et la densité de l'air. Donc là, gravité à 0 comme on a dit. Et onglet expert qui est souvent délaissé, mais vous devez savoir que pour avoir des meilleures simulations et qu'elles soient plus réalistes, puisque souvent elles sont très entre guillemets design, ça rebondit un peu dans tous les sens, c'est fun. Si on veut s'approcher de quelque chose de plus réaliste, donc d'un côté elles seront moins prononcées, mais les collisions seront mieux, il faut augmenter le nombre d'étapes par image. Évidemment, ça prendra plus de temps, et si vous faites un cache, le cache sera plus important. Donc en fait, il faut réduire le seuil de l'erreur et augmenter les itérations et les étapes par image. Si vous voulez avoir des meilleures simulations, vous pouvez aussi changer la génération. Donc en fait, quand vous faites beaucoup de simulations, afin d'avoir un résultat satisfaisant, puisque les simulations sont quelque chose qui ne sont pas forcément très contrôlable, il faut venir jouer avec tous ces paramètres. Donc j'insiste vraiment, cet onglet qui est délaissé de beaucoup, alors qu'en réalité c'est vraiment grâce à lui qu'on a des résultats satisfaisants. Donc aujourd'hui on s'en fiche un petit peu. Donc là, j'ai une propriété dynamique. Pourquoi est-ce que j'ai mis une propriété dynamique sur toutes mes sphères? On va se repérer par rapport au code couleur. On voit que ce sont des objets violets, et donc ils vont fonctionner avec ces autres objets violets. Donc les connecteurs ont un code couleur violet, tout comme pardon, les, euh, les déformateurs. Voilà, mais ça ne veut pas dire que les déformateurs vont fonctionner avec les dynamiques, mais il y a quand même ce code couleur pour nous indiquer que ça va fonctionner avec ce qui va être donc ici, mais aussi ici. Voilà, donc là je vais prendre une force, et on va voir tout de suite comment la force est représentée. Donc en fait la force elle est représentée eh bien par rien du tout, c'est ça qui est génial. Elle est représentée par un axe normalement qu'on peut déplacer. Donc là, j'ai ma force, mais on va voir qu'en fait, peu importe où je la mette, ça va rien changer. Donc en fait, la force, elle va interagir par rapport à une intensité. Donc l'intensité, ça va être la force à laquelle les objets vont s'attirer les uns les autres. L'amortissement, ça va être une sorte de résistance de l'air, et on a respecté la masse. Donc ça, j'en parlais dans mes autres vidéos des propriétés de simulation. Quand on coche en fait cette case, les objets plus gros vont avoir tendance à attirer les objets plus petits. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire très attention quand on fait des simulations. Par exemple, dans la vidéo des connecteurs que j'ai fait, il y a un moment, ça rebondit pas, et là, je change juste la taille de mon objet, puis ça se met à rebondir. Donc, quand on fait des simulations, c'est très important à prendre en compte que les objets ont une taille, et pareil, dans RealFlow, il faut vraiment prendre en compte l'échelle de la scène et la taille de nos objets. Donc là, on a un onglet respecter la masse. On a une atténuation qui va permettre de gérer on va dire le fall-off entre nos objets. Donc l'inverse carré qui, voilà, pour l'illustrer visuellement, puisque là malheureusement on ne le voit pas beaucoup, qui ressemble à, euh, ça va être dans atténuation. Voilà, c'est cette sorte d'atténuation avec une sphère par rapport à un point. Donc là, c'est dommage, ils n'ont pas mis de visualiseur sur l'atténuation par rapport aux forces, mais on peut voir que ça va changer. Et puis vous avez une distance interne et externe. Donc ça, c'est vraiment un petit point noir, c'est que il n'y a pas de visualiseur. Donc là, on va tout de suite regarder ce que ça fait. Et donc là, on voit que les objets, les petits objets sont attirés par les plus gros. Donc en fait, la force, c'est en gros une propriété physique globale, c'est-à-dire que ma force, je peux la mettre tout là-bas, on va voir qu'il va se passer exactement la même chose sur ma scène. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte par rapport à un objet tel que l'attraction. Et donc on verra qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec l'attraction. Donc là, je vais augmenter l'intensité
non, je vais augmenter la taille. Je vais par exemple mettre ici 500. Et là, je vais me mettre à 1000. Donc comme ça, on va voir ce que ça fait. Donc là, on voit que hop, tous les objets s'attirent. C'est marrant. Donc après, on peut mettre évidemment une intensité négative pour que ça se repousse. Donc voilà. Et on voit bien que c'est un paramètre global. Donc hop. Donc plus ça va être fort, plus ça va s'attirer. Donc là, je vais mettre par exemple 5. Là, on va voir que ça va être excessivement rapide. Tac, 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 tac. Et on voit qu'après, les objets restent en collision entre eux, ce qui ne va pas être le cas quand on va utiliser l'attraction. Donc ça, c'est la première chose avec la force. Donc après, on peut gérer le mode. Vous voyez que l'atténuation est très différente quand on se passe en mode linéaire. Donc bon, je pense que vous avez plus ou moins compris à quoi sert la force, c'est-à-dire elle sert à attirer ou à repousser les objets par rapport soit à leur masse, soit à leur position. Donc là, on voit que tous les objets vont à peu près s'attirer et vont entrer en collision par rapport à des propriétés qui, comme je l'ai dit, vont être globales. Donc là, hop. Et ce qui va être totalement différent parce qu'on pourrait croire que c'est la même chose que l'attraction. Donc on va voir très rapidement l'attraction pour voir les différences. Quand je vais dans simuler, donc je prends particule attraction, eh bien on va voir que, alors là, il faut peut-être augmenter l'intensité. Là l'attraction va attirer, alors il faut peut-être beaucoup augmenter l'intensité. Voilà. Ça va attirer tous mes objets, mais vous voyez qu'ils ne rentrent pas en collision. Une fois qu'ils atteignent le point d'attraction, ils partent dans n'importe quel sens. Et l'attraction, elle est symbolisée par une petite croix. C'est-à-dire que là, il va y avoir un véritable impact sur le positionnement de l'attraction. Vous voyez que si je mets mon attraction vers le haut, mes objets sont attirés vers le haut. Donc ça, c'est la grosse différence avec l'attraction, c'est qu'en fait, l'attraction, on peut lui donner une position. Et on peut aussi donner à l'attraction une force répulsive, c'est-à-dire en mettant une valeur négative. Et là, on voit que ça repousse tout. Donc ça, c'est la différence majeure entre l'attraction et la force. C'est que l'attraction, c'est un point où tous les objets vont être attirés. Euh, et alors que la force, une fois que les objets se sont joints entre eux, ils vont rester en collision, un peu comme des propriétés physiques qu'on peut retrouver entre les aimants, des aimants de divers tailles. Donc voilà, on a fait le tour de la force aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a servi, que vous avez compris quelle était la différence entre l'attraction et la dynamique de force. Et pareil, voilà, que vous avez bien compris que la force fonctionne aussi avec la taille des objets. Donc par exemple, si je prends une sphère que je vais mettre à une grosse taille et qu'après je vais prendre plein de petites sphères que je vais venir dupliquer un petit peu partout. Donc là, hop, 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 hop. Donc pour faire ce déplacement, je maintiens la touche CTRL enfoncée. J'applique un tag de simulation sur toutes mes sphères. J'applique dans simuler une force que je mets à une plus grosse valeur pour que tous mes objets rentrent en collision. Et là, on voit que tout est attiré par mon objet parce que j'ai respecté la masse. Donc la grosse importance. Et là, si je désactive, vous voyez qu'ils sont quand même attirés vers un point central, mais c'est beaucoup moins respecté. Par exemple, alors je vais déplacer la grosse sphère, donc je reviens au début. Tac, tac. Vous voyez qu'ils rentrent d'abord, eux, en collision. Et là, donc là, la sphère est trop éloignée. Ah, il faut que je revienne au début pour pouvoir faire mes déplacements, sinon ma simulation est active. Voilà, donc là, étant donné que mon objet a une masse, il se déplace plus lentement. Donc on voit quand même qu'il y a un impact par rapport à respecter la masse, mais si je le mets, c'est beaucoup plus flagrant. Donc il y a quand même une petite attirance des objets
en fait, qui va être dû euh, à leur propriété de collision. Donc là, je suis pas en train de raconter des bobards en disant, voilà, on respecte la masse et puis vous voyez qu'il y a toujours cette attirance. C'est qu'il faut prendre en compte le fait que Cinema 4D gère aussi une masse par rapport à la taille de nos objets et tout ça. Donc en fait, de base, même si je désactive respecter la masse et que j'ai des objets plus petits que les autres par rapport aux propriétés de simulation et aux propriétés physiques, un objet plus petit aura toujours une force de collision et une vitesse plus rapide que les autres. Sinon, il faut venir leur appliquer des densités personnalisées. Et là, après, on peut mettre la même densité à tous les objets. Et là, normalement, il devrait être considéré. Et encore, vous voyez que cet objet reste toujours plus lent parce qu'il est plus gros. Donc ça, c'est par rapport aux propriétés de Cinema 4D. Donc vous voyez qu'il faut, même quand on se met en densité personnalisée, il faut que je vienne réduire manuellement si je veux que mon objet soit considéré voilà, comme un objet plus rapide et plus petit. Donc par exemple, voilà, 0,1 par rapport à l'échelle. Voilà, donc ça c'est les paramètres dans les simulations qu'il faut prendre en compte, et pareil qui sont pas mal délaissés. Donc je voulais faire la parenthèse que même quand on est dans tous ces réglages-là, il faut aussi venir prendre en compte tous les paramètres qu'on va avoir ici. Et donc là, vous voyez que ma sphère a une densité plus faible, donc elle va être plus rapide et elle va rentrer en collision avec les autres objets. Donc c'est vraiment par rapport à ce que vous voulez faire, c'est pas la force qui va tout gérer, même si vous désactivez respecter la masse, n'oubliez pas qu'il faut aussi gérer la densité, parce que de base dans ces 4D, si vous avez un objet plus gros, il aura une densité plus forte. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc là, on a une densité de base, on a une densité d'air et tout ça. Et dans les paramètres experts, après, on peut augmenter le tout pour qu'il y ait des simulations plus réalistes. Donc là, ça ne va pas changer grand-chose sur ce genre de simulation, mais quand vous faites des simulations avec beaucoup d'objets, c'est très important de faire ça. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Peut-être un peu long pour expliquer quelque chose de pas si long à appliquer, voilà, à appliquer, vous mettez vos tags, vous réglez la force, vous réglez les dynamiques et tout ça, ça prend 3 minutes. Mais voilà, je voulais vraiment faire une overview complète et que vous puissiez comprendre de manière intelligente tous ces paramètres. Parce que je suis désolé, mais les autres tutos qu'on voit sur le net, le gars, et voilà, il charge un objet, machin, ok, il y a ci, ça fait un résultat, mais après, voilà, on est perdu quand on veut avoir un résultat plus précis, parce qu'on n'a pas vu comment utiliser la densité, on n'a pas vu comment régler la dynamique, on n'a pas forcément vu pourquoi la force fait ci ou ça. Donc là, j'espère que vous avez compris eh bien, le fonctionnement global de la force, des paramètres de gravité, et des paramètres de densité, parce que n'oubliez pas, quand on est en simulation, même si c'est 4D est très loin de la puissance d'un Houdini, il y a quand même des propriétés de simulation pertinentes et basées par rapport à des propriétés réelles, voilà, donc c'est-à-dire la taille, la masse, la densité, la gravité, et tout ça. Voilà, donc pour clore ce tuto, je vous invite à regarder les autres vidéos sur les simulations, donc qui seront dans la description. Je vous invite aussi à rejoindre les chaînes des copains pour apprendre un petit peu plus Cinema 4D. Vous pouvez aussi aller sur le groupe Motion Designers Community pour poster vos projets, vos résultats, enfin pour poster, voilà, il y a des images, c'est plus pertinent que les commentaires YouTube. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Sylvain Favre et Maxime Accart pour voir les travaux qu'on peut faire en dehors des tutos, se tenir au courant sur les formations ou les packs de textures qu'on a l'intention de sortir, puis regarder des clips vidéo qu'on aurait produits. Vous pouvez aussi aller sur Tipeee pour soutenir eh bien, la chaîne, puisque tout le contenu est gratuit. Voilà, donc si vous avez envie de nous remercier pour ces vidéos, vous pouvez laisser un petit quelque chose, et vous pouvez aller sur l'Instagram, pareil, pour voir quelques petits trucs qu'on peut faire en dehors des tutos, si ça peut vous inspirer, si ça vous fait vous poser des questions, voilà, si vous avez envie d'un tuto en
en particulier sur un résultat, eh bien n'hésitez pas à venir le demander ou à regarder la galerie qu'on a. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a aidé et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!